Super, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour la fête de l'innovation qui conclut l'année et puis l'automne de l'innovation d'Open Geneva. On a voulu mettre un titre, on voulait le faire en français, mais on n'a pas trouvé un moyen de traduire. Donc, on a appelé cette soirée No Confinement for Open Innovation. Je pense qu'il montre assez bien l'aventure qu'on a vécue ensemble, que Open Geneva, avec toute sa communauté, a vécu surtout ne jamais lâcher l'affaire pendant ces moments difficiles. Et puis, on essaye quand même de faire passer l'idée que l'innovation ouverte, c'est quelque chose de fun, où on peut s'amuser, un petit peu comme aller faire du foot. Alors, on n'est pas trop sûr d'avoir complètement réussi, mais le but, c'est toujours de se dire que on va pas s'arrêter. On essaye, on lâche pas l'affaire et on continue à essayer de faire que les gens puissent faire des choses ensemble et puis en tirer du plaisir. Donc, le but de cette soirée, c'est un petit peu de faire un, un petit résumé de ce qu'on a vécu cette année. Et puis, on a proposé de travailler avec Pecha Kucha, qui est un format un petit peu spécial de conférence. Vous allez tout de suite voir pour ceux qui ne connaissent pas. Et le but étant et c'est la première fois d'ailleurs que l'équipe de Pecha Kucha Genève fait ça en ligne, et le but étant d'essayer des nouveaux formats de présentation. Donc, je ne vais pas dire plus longtemps qu'est-ce que c'est Pecha Kucha, parce que Miguel, qui est avec nous de Pecha Kucha Genève, va vous expliquer. Mais on a 5 speakers, il me semble, qui vont présenter 6 speakers, en comptant Julia, qui vont présenter en format Pecha Kucha ce qui s'est passé cette année pour eux dans le cadre des activités de la communauté Open Geneva. Et quand même, on a quand même un guest, vous allez voir, qui n'est pas encore complètement dans la communauté Open Geneva, un guest important qui habite route de Mérin. Mais on essaie de l'inviter, on essaie d'inviter cette institution à venir à faire partie de l'aventure de l'innovation ouverte avec nous. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. Un grand merci aux speakers et puis un grand merci à toutes les personnes qui sont en ligne pour nous suivre. Et évidemment, la session est enregistrée et puis on va pouvoir la rediffuser ensuite sur YouTube. On a aussi essayé de faire un live YouTube, mais on n'est pas complètement sûr qu'il fonctionne. Donc voilà, on y va. C'est parti. Miguel, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Je fais en bilingue parce qu'on a l'habitude aussi je crois qu'il y a aussi quelques anglophones qui nous ont rejoints ce soir. Donc, je vais vous présenter un peu ce que c'est Pecha Kucha et après, je vais donner bien sûr la parole au speaker. I will explain a little bit what it is. This is the speaker we just heard speaking to us before, Thomas Maillard. He participated in an event we did at the SDG Solution Space. And basically, Pecha Kucha is, and I will make you travel a little bit to explain where it comes from. Je vais vous faire un peu voyager et vous expliquer d'où est cette idée de travailler ensemble avec Open Geneva. Donc, Pecha Kucha, ça vient d'où? It's a concept that comes from Japan, very far away. Actually, it's been created by architects who used to go to events where people were speaking just too long, like endless speeches. Ça vient du Japon, le concept, et c'est inventé par des architectes qui constataient que voilà, on allait dans des événements, on parlait de choses souvent visuelles, intéressantes, et les gens parlaient trop longtemps. Et donc, ils ont inventé ce concept. Et nous, bien sûr, on s'est dit, des gens qui parlent trop longtemps, people who speak too long, welcome to Geneva. Je crois qu'à Genève, on a aussi souvent des cas où on peut encore, disons, innover sur la manière de présenter de manière dynamique, de manière visuelle. Alors, c'est l'idée, comment faire ça à Genève? Donc, Pecha Kucha, c'est du japonais, ça veut dire bavardage. L'idée, c'est 20 images, 20 images pendant 20 secondes chacune. C'est-à-dire que les présentateurs, ils ne contrôlent pas la présentation. C'est un grand challenge, mais c'est aussi, ça a une vibe un peu startup. It's like a startup. People are really don't control the presentation. It's visual. What you have to know also is that Pecha Kucha has spread all around the world. Là, il y avait quelques images de villes où Pecha Kucha est organisé. C'est vraiment
partagé dans toutes les villes innovantes du monde entier. Il y a maintenant 1200 villes au monde qui ont des événements PechaKucha. Donc, ça illustre la puissance de ce concept de présentation qui est assez simple. Finalement, en résumé, c'est qu'est-ce qu'on peut vous dire, quelle histoire on peut vous raconter en 400 secondes. Voilà, alors juste encore une image pour dire ce qu'on fait à Genève. À Genève, on est soutenu par le CAGI, Centre d'accueil Genève International, par la Confédération suisse. On est aussi soutenu par l'Office des Nations Unies à Genève. Et on a des événements et on alterne toujours entre anglais et français et entre Genève internationale et Genève locale. Et je conclue juste par la dernière image. C'était notre dernier événement avant le confinement qu'on a organisé en février, justement dans SDG Solution Space. Donc, on a l'habitude de faire des événements qui sont festifs, il y a beaucoup de monde, on boit des bières dans la pause, on rigole. Et cette fois, c'est pas ça. Donc, c'est notre challenge. On va voir comment ça marche online. Mais j'aimerais vous insister pour dire que vous avez des boutons avec lesquels vous pouvez applaudir, vous pouvez féliciter les speakers. Donc, faites usage de ça pour qu'on nous donne un peu d'ambiance. Et j'aimerais aussi dire que les présentations, vous pouvez ensuite les voir online. On a maintenant une cinquantaine de présentations qui sont online des différents événements qu'on a organisés. Vous pouvez aussi aller consulter. Il y a plein d'histoires extrêmement intéressantes. There's a lot of very interesting stories that we feature that is on the website, and I will be sharing also the presentation of tonight. So this being said, that's my quick intro. I will be walking you through the event tonight. And then giving, of course, back the floor to Open Geneva at the end. And we will go straight to the presentation. And I would like to invite our first speaker, Patrick. Please let me check if all works fine. If you can just say a word on the microphone. Yes, good evening. Thank you very much for joining us tonight. And we will start right away. So you tell me when you're ready and we start the first slide. Let's go. Let's go. You have the floor. On nous annonce qu'une forêt va sortir de terre près de Genève, poussée en un temps record, et qu'une machine probablement venue d'une exoplanète observée par les astronomes de l'Observatoire de Genève, exoplanète que nous appellerons Physics, va s'y poser. Les occupants de cette machine, les physiciens donc, ont constaté que les petits terriens sont fascinés par les sciences et la technologie, mais que par contre, seuls moins de 20% d'entre eux poursuivent des études scientifiques ou technologiques. Ce magnifique petit garçon, que je connais très bien pour cause, à l'époque où nous n'avions pas la couleur, en est un parfait exemple. À la recherche de la meilleure zone d'atterrissage, ils ont choisi le site du CERN près du globe de l'innovation. Ceci marquera la naissance d'un campus qui intégrera Idea Square, bien connu pour ses hackathons, et le globe. Un campus très arboré, avec plus de 400 arbres. Cette machine est née dans l'imagination du grand architecte Renzo Piano, ici avec Antonio Belvedere. L'œil malicieux, ils nous ont avertis en nous disant qu'ils allaient nous choquer avec leur première maquette du projet, lorsque nous les avons rencontrés dans leur bureau à Gênes. Et effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons été très surpris. Pendant cette phase de conception, après chaque discussion avec les architectes et en raison du très haut niveau d'implication de Renzo Piano, plusieurs dizaines de versions de cette machine ont vu le jour. Les dernières moutures ont pu être peaufinées et dessinées dans le détail en collaboration avec le bureau d'architectes Brodbeck-Roulet de Carouge. La machine se posera sur la route de Mérin un soir d'automne de l'an 2022 dans la plus grande discrétion, sans perturber le trafic, sans réveiller les voisins. Le permis de construire a été obtenu rapidement grâce à l'excellente collaboration avec les services du canton de Genève. Cette construction produit sa propre énergie au moyen des panneaux photovoltaïques que vous pouvez voir sur cette image. Et lorsqu'elle est ancrée au sol, son chauffage et sa climatisation sont assurés par des sondes géothermiques. Elle est donc neutre en émissions carbone. Nous voulions passer un message fort à nos jeunes visiteurs. Science et nature vont de pair. Véritable lieu de rencontre entre les scientifiques, le grand public, la jeunesse, le monde culturel, l'ensemble se voit doté de 2 amphithéâtres, l'un en plein air et l'autre couvert. Nous y organiserons des colloques scientifiques, mais aussi des débats, des projections et des activités culturelles pour le grand public.
L'amphithéâtre est très modulaire. Il peut être divisé aisément en 3 zones par un habile système de cloisons coulissantes. Tous les sièges sont amovibles et les gradins et la scène sont rétractables pour assurer une plus grande polyvalence possible. L'amphithéâtre remplit donc les fonctions d'amphithéâtre, de salle d'exposition et peut même servir de salle pour les banquets. Les visiteurs pourront participer à des shows scientifiques interactifs qui ont pour but de démontrer de manière spectaculaire et de faire comprendre les phénomènes physiques tels que les états de la matière, par exemple, ou la supraconductivité. Les labos se trouvent au cœur du programme. 2 laboratoires permettront de recevoir les écoles en semaine et sur réservation. Les enfants du primaire jusqu'aux jeunes adultes aux études supérieures y participeront à des ateliers. Après une introduction du sujet, ils pourront apprendre la démarche scientifique et mener des expériences, comme ces jeunes filles ici par exemple, qui ont l'air de bien s'amuser avec les propriétés de la supraconductivité. L'approche sera ludique pour les plus jeunes. Ça doit vraiment être un endroit où on met la main à la pâte et on comprend les phénomènes. Les week-ends et lors des vacances scolaires, ces labos seront aussi accessibles aux familles. Des guides du CERN proposeront des activités et transmettront leur enthousiasme. Ici, par exemple, on expérimente l'accélération. Et encore une fois, dans la bonne humeur et avec des grands sourires. Empruntons maintenant la passerelle. C'est la véritable colonne vertébrale de l'ensemble qui traverse tous les modules. Cette passerelle translucide fait 240 mètres de long et elle nous amène dans le premier tube à la découverte du CERN. Dans ce tube, nous exposerons des objets authentiques, mais ce sera surtout un lieu d'expérimentation pour les visiteurs où ils mettront la main à la pâte pour comprendre les phénomènes de physique. Nous y aborderons aussi l'impact de la recherche fondamentale, tant au niveau de la connaissance pure que des applications technologiques. Et le CERN est aussi un lieu de rencontre et de collaboration qui permet d'œuvrer pour la paix dans le monde. Un véritable accélérateur de protons se trouvera dans cet espace. Les visiteurs pourront voir son faisceau à l'œil nu, comprendre ses propriétés et ce qu'on fait au CERN. Cet accélérateur de protons sera aussi utilisé par des professionnels dans le domaine des arts et de l'archéologie pour l'analyse des matériaux. Le second tube emmène le visiteur dans un voyage interstellaire. D'un côté, il remontera le temps jusqu'au Big Bang, et de l'autre côté, dans un espace peuplé d'œuvres d'art, il sera confronté aux grandes questions de la physique. Un tel projet ne peut se réaliser que si toutes les étoiles sont alignées et les bonnes personnes qui partagent les mêmes valeurs décident de collaborer. L'architecte, les autorités cantonales, les donateurs nous ont permis de déployer très rapidement ce projet. D'ailleurs, nous cherchons encore quelques donateurs pour boucler le financement, j'en profite. La construction a commencé en novembre de cette année et se terminera fin 2022. Le chantier sera très impressionnant avec les 3 pavillons, les 2 tubes et la pose de la passerelle. Ce projet aura un impact considérable sur les 300 000 à 500 000 visiteurs de 5 à 105 ans et plus qui viendront chaque année. Ce sera une source d'inspiration qui contribuera à rendre une société meilleure et passera le message que la science est l'affaire de tous et source de solutions aux grands défis présents et à venir. On veut vraiment passer le message que n'importe qui peut entamer des études scientifiques et technologiques, que ce n'est pas une question de genre ou d'origine. Merci. Merci infiniment, fantastic. Thank you so much for the fantastic presentation, and thank you for making the challenge. I invite people to clap on their Zoom. It's very nice how you showed us this new space, this new venue that will open up, I understand, in only 2 years' time here in Geneva, where we will be able to bring our kids. We're talking about open innovation. Isn't that a form of open education? And maybe a question: is it really a good idea to let the kids create their own little black holes? Yeah, the focus is really on education, and the target is really the younger generations, where we want to inspire them to go into
science education, technology education, and take these careers. And no, it will not be that dangerous, not more than anything else we do. Thank you so much, Patrick. Fantastic presentation. We'll come back to you with discussion at the end. And please, if people have comments or remarks, you can use the chat function, and we will bring them up at the end of the session. Thank you so much, Patrick. And I will go to our next speaker, prochaine intervenante, Cécilia. Cécilia, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est bon. Alors, tu nous dis quand c'est go, et on commence avec la première image. Donc, tu nous dis go. OK, on y va. Hi, thanks everyone. Today, I will walk you through my personal journey into sustainable finance and how I think Geneva offers the perfect ecosystem to build bridges between the financial sector and international organization. But before I make my pitch, I'd love to tell you a little bit more about me and how I have made the most about Geneva professionally. I always wanted to save the world. I dreamt of being a doctor, but life took me to business school instead. While there, I kept my objective in mind and tried to see where business could make a difference. Then in December 2004, one of the biggest tsunami of our modern time hit Southeast Asia. I was 19 and I was devastated too, but also very determined to help. I created my own association to help 300 children in the island of Nias in Indonesia so that they could stay at school by supporting their family financially. Then a few years later, in order to become a professional at saving the world, I went to do a master in development management at the London School of Economics and had one objective in mind, working at the UN to save the world. I applied to fill offices and headquarters and finally ended up in Geneva. But before moving on to Geneva, I need to add that I graduated in 2008, the year of the biggest financial crisis in modern history. Being in London, as it happened, had quite an impact that kept on growing on me. Yes, papers talked about the markets, but what I saw was the impact on people, unemployment rising, people losing their homes, and I realized the importance of the financial sector on everything that I was studying. Anyway, I got lucky, got myself a job soon after graduation. Well, not a paid job, an internship, but I was at the UN and I thought that was something already. Working at the UN was a dream. It embodied the one organization that tries to save the world. Then after many unpaid internships, very short-term consultancies, I got myself a good gig, an 18-month contract in a UN organization working on sustainable finance. So before I talk about how I started my career in sustainable finance, let's talk about what it is. Well, finance is sustainable when participants in the industry integrate ESG consideration into their financial decision-making. And why is Geneva a favorable city to sustainable finance? Well, I would say it's because on the left bank, you have a thriving financial industry with many leaders willing to change the way they do business. And on the right bank, you have many international organizations that need the financial sector to achieve the SDG. If you look at this map from Sustainable Finance Geneva, you see clearly the richness of the ecosystem with more than 200 organizations that are either directly working on sustainable finance or that can bring their expertise on the topic. I've been lucky to work for quite a few of them. So back to that job I got in sustainable finance. It was for UNEP-FI. UNEP-FI is a partnership between UNEP, the environment program of the UN, and the global financial sector to mobilize private sector finance for sustainable development. UNEP-FI works with more than 300 members, banks, insurers, and investors, and over 100 supporting institutions to help create a financial sector that serves people, planet, while supporting positive impact. I was in charge of organizing the 2011 Global Roundtable for UNEP-FI in Washington, DC. This is an event that brings more than 500 people in the industry. Then today, I work for another Geneva-based organization that works on sustainable finance, FC4S, the Financial Centers for Sustainability. It's a collective of international financial centers working together to achieve the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement.
We have more than 33 members today. And in Geneva, our member is Sustainable Finance Geneva. We also have Zurich, Swiss Sustainable Finance. And one of the projects that I enjoy the most currently is being the representative of FC4S in the organizing committee of Building Bridges. Building Bridges Week is the result of a collaboration between the financial community, International Geneva, the federal, cantonal, and municipal authorities. This is something you could never see outside of Geneva, and this is really what I enjoy the most in this city. The first week took place in October 2019, and we're currently working on the next edition. Building Bridges Week 2019 featured some incredible moments. The launch of a tangible declaration for advancing development finance in Switzerland, and a landmark summit with 800 participants and high-level thought leaders, including the President of Switzerland. So I also wanted to talk about 3 of the biggest problems that we are trying to tackle in sustainable finance. The first one, in my opinion, is transparency and access to data. In the current financial system, there are a vast array of sustainable products and approaches. However, there's still a lack of measurability, standardization, and disclosure related to the quality of the impact of this product. The second is biodiversity finance. It's another topic where increased action is needed by financial institutions to contribute to achieving the targets and goals that will be set by the Convention on Biological Diversity. The last one I'd like to mention is skills and talent development. We ran a survey in Europe with FC4S to measure the sustainable finance skills gap, and we found that 80% of the people taking the survey believe that 60% or less of the employee had a general understanding of sustainable finance principle. So I was really excited when Open Geneva contacted me to come up with a challenge for the Sustainable Finance Hackathon that took place a couple of weeks ago. And I brought up the Sustainable Finance Skill Gaps Challenge, and my team came up with this amazing prototype called Sustainable Finance Brain Bridge. And it won the most votes for best project. That's it for me, and I will wish you a happy Thanksgiving. And I'm sorry, but I will have to leave after this presentation because I have a beautiful international family that is celebrating Thanksgiving right now. But thank you so much for your attention, and thank you for the organizers. Merci. Merci Cécilia pour cette présentation. Est-ce qu'on peut quand même vous poser encore une question? Je peux rester encore quelques minutes. Voilà, merci. Sachant qu'on est tous un peu dans la même situation avec les enfants, les événements online. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps d'expliquer votre journey à travers la finance durable. Juste une question, donc Genève comme centre de la finance durable, est-ce qu'il y a d'autres centres dans le monde qui pointent du doigt, et qu'est-ce qui fait vraiment, quelles sont les prochaines étapes pour développer encore Genève comme centre global de la finance durable? Je pense qu'il y a beaucoup de centres qui sont avancés sur différents sujets, et ce serait difficile un peu pour moi dans mon rôle de représentante de ces 33 de dire lesquels. Mais je pense que clairement, Genève a un avantage absolument unique d'avoir un secteur financier qui est brillant et qui a vraiment des visionnaires. Il y a quelques personnes ici qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de changer la façon dont on fait la finance. Et de l'autre côté, on a accès à ces organisations, les organisations internationales. Et je pense que ça, c'est ce qui peut vraiment faire la différence. Et c'est pour ça que je pense que Building Bridges, c'est vraiment un projet qui est super et qui peut faire de Genève la place financière pour la finance durable. Et vous pouvez peut-être nous dire quand est prévu le prochain événement, Building Bridges? J'ai pas le droit. Nicolas est dans l'audience, si tu veux dire quelque chose. Donc moi, je ne dis rien. Ça restera secret pour l'instant, mais en tout cas, on va certainement suivre l'évolution du projet. Merci infiniment. Et puis, merci beaucoup à vous tous. De tout le monde ici, j'aimerais aussi vous souhaiter Happy Thanksgiving. Merci beaucoup. Les Américains qui sont autour de nous, on sait que c'est ce soir. Exactement. Merci, bonne soirée, bon courage à tous. Okay, so thank you very much, Cecilia. I have the great pleasure to introduce to you our next speaker, Giordano. Can you hear us? Yes, I can.
So, oui. Je ne dois pas oublier que je fais en français. Ouais, pas de problème. On est bilingue. Vous nous dites quand vous êtes prêts, puis on va commencer. Prêt. OK, go. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Giordano et je suis celui en costard gris. Enfin, sur cette photo, pas toujours. Là, vous me voyez avec mes collègues chez Singa et mon ami Eli sur la droite. Quand on a pris cette photo, Eli venait de faire une observation dont je me souviens encore parfaitement. Vous voyez, Eli est un entrepreneur avec un parcours professionnel assez impressionnant. Expert en marketing avec 20 ans d'expérience, il a cofondé et géré plusieurs entreprises avec des centaines d'employés. Il est très charismatique, il a souvent des observations très perspicaces, mais celle qu'il a fait ce jour m'a particulièrement marqué. Il a demandé, si un jour, pendant une tempête, je trouvais abri sous un rocher, est-ce que vous me traiteriez de preneur d'abri pour le reste de ma vie? De la même manière, le terme réfugié ne décrit qu'une très petite partie de ma vie. Ce n'est pas ça qui me définit en tant que personne. Faisons un pas en arrière. En 2017, dans le cadre de mon master, j'ai mené une étude de terrain sur l'accès au marché de l'emploi pour les personnes réfugiées à Genève. Cette étude était mandatée par Singa Suisse, une organisation basée à Zurich qui soutenait des entrepreneurs issus de l'asile et de la migration dans la création de leurs entreprises. À travers de plus de 50 entretiens avec personnes réfugiées, associations et employeurs, nous avons observé qu'il y avait très peu de connexion entre le secteur privé et entrepreneurial et l'écosystème de l'accueil des personnes réfugiées. Et nous avons aussi observé que pour une niche spécifique de personnes réfugiées, l'entrepreneuriat pourrait être une option intéressante. Avant ce projet de recherche, je ne m'étais jamais beaucoup intéressé pour l'entrepreneuriat. Mon domaine, c'était plutôt organisation internationale, coopération au développement, etc. Mais j'ai vu une opportunité de répondre à un besoin concret et d'avoir un impact local, et ça m'a tout de suite parlé. Donc, j'ai décidé de me jeter à l'eau. En gros, j'ai contacté l'équipe de Singa à Zurich et je leur ai dit que j'étais intéressé à lancer les activités de Singa à Genève avec leur soutien et si elles étaient prêtes à me faire confiance. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Heureusement, j'ai très rapidement été rejoint par ma collègue Elodie de Brito et ensemble, on s'est embarqué dans cette aventure. Les phases initiales du lancement n'ont pas toujours été faciles et cela a été vraiment fondamental pour le succès du projet d'avoir une équipe soudée avec des compétences complémentaires. Ensemble, nous avons commencé à bâtir des partenariats et à organiser des événements, comme celui-ci sur la photo, lors du festival Open Geneva, pour créer une communauté de personnes intéressées à contribuer à notre mission, qui est de connecter des personnes avec et sans parcours migratoire pour qu'elles collaborent dans des projets entrepreneuriaux. En avril 2019, nous avons lancé le premier cycle de la Singa Factory, notre programme d'accompagnement pour personnes issues de l'asile et de la migration qui souhaitent créer une entreprise ou se lancer en tant qu'indépendante à Genève. Entre ce premier cycle et un deuxième cycle cette année, 24 entrepreneurs ont jusqu'à présent porté à terme le programme, qui se compose en premier lieu d'ateliers hebdomadaires sur des aspects clés de la création d'entreprise, comme l'analyse du marché, les finances, les aspects juridiques, etc. Des ateliers qui sont pour la plupart donnés par des experts actifs dans le secteur privé qui s'engagent bénévolement pour partager leurs compétences. Mais aussi un programme de mentorat individuel dans lequel chaque entreprise, mauvaise photo, mais bon, chaque équipe est mise en relation avec un mentor choisi selon le secteur d'activité et les besoins spécifiques du projet. Le rôle des mentors est de donner des conseils, mais aussi accès à un réseau professionnel. Si ça vous parle, on est toujours à la recherche de mentors d'ailleurs. À la fin du programme, les participants pitchent leur projet en public lors des Singa Awards et un jury octroie des prix financiers aux projets les plus prometteurs. Cette année, le prix principal de 5 000 francs a été remporté par Pierre Koujamakoul. Pierre est un ingénieur en informatique et il était entrepreneur dans son pays d'origine, qui est la Syrie, dans le domaine de la publicité. Arrivé ici à Genève, il a remarqué que beaucoup de petits commerçants ont de la peine à trouver des clients, mais ils ne font presque pas de publicité. Il a donc lancé un projet qui vise à récupérer des écrans qui allaient être jetés, les reconditionner pour en faire des écrans publicitaires et les placer
dans des petits commerces genevois. Vous voyez ici un prototype pour en faire un réseau local d'écrans sur lesquels les PME locales peuvent transmettre leur publicité d'une façon très simple et à un prix modéré. Le jury des Singa Awards a aussi décerné une mention spéciale cette année à 2 autres projets. Le premier est Nurse de nuit, un projet de garde d'enfants la nuit à domicile qui permet aux parents de récupérer le sommeil perdu. Joëlma a eu l'idée pour ce projet en s'inspirant de ce qu'elle a vu dans d'autres villes et aussi dans son expérience personnelle dans la garde d'enfants. Le deuxième est le projet de Sadetine, qui a identifié l'idée initiale sur la base d'un besoin personnel, car il avait beaucoup de peine à trouver certains produits typiques de son pays d'origine, ici à Genève. Il a vite remarqué que beaucoup de personnes dans la communauté turque et kurde avaient ce besoin aussi, et il a donc lancé un projet d'importation. Les projets de Pierre, Joëlma et Sadetine sont très différents entre eux, mais les 3 ont un aspect en commun. Ils ont identifié une opportunité sur le marché grâce à leur expérience personnelle. Un entrepreneur expérimenté m'a dit un jour que la définition de l'entrepreneuriat, pour lui, c'est exactement ça, être prêt à saisir les opportunités qui se présentent. Les personnes qui participent au programme Singa ont un parcours migratoire, certes, mais ils et elles sont d'abord et avant tout des entrepreneurs. Si d'un côté, les programmes visent à leur permettre de concrétiser leur potentiel professionnel, il y a un autre aspect tout aussi important. Comme les exemples de Pierre, Joëlma et Sadetine le montrent, une personne qui vient d'ailleurs peut avoir une perspective différente qui lui permet d'identifier des opportunités que d'autres ne voient pas pour créer de la valeur sur le marché. C'est précisément ça que signifie l'innovation par la diversité. Merci. Fantastic. Thank you so much, Giordano, for this fantastic presentation. And you have to send me the email of your photographer because the pictures were really, really, really beautiful. So this journey of bringing entrepreneurship of migrants, and maybe just one question, because I've seen that as well. What makes migrants so good entrepreneurs? I think that there are different contributing factors. Maybe push factors and pull factors. On one hand, at least here in Switzerland, it can be very challenging for people to have their diplomas and experiences recognized by employers. So that can push someone to try the way of entrepreneurship to create their own job. But on the other hand, as I mentioned in the presentation, people with a different perspective can see things that others don't see. And maybe people who arrived here all the way here already showed entrepreneurship, by getting here. So in that sense, those could maybe be the factors that I would mention here in a short answer. Excellent. Congratulations for this fantastic project. And really thank you for doing the challenge. And we will correct the slides. I think there was a slide that might have been, don't worry on yeah, it might have been me. I was like, oh, what that's like. it's not a problem. You had a little challenge to the yeah. audience, but thank you for having me. That always happens once. But thank you so much for this fantastic presentation. Thank you, Giordano. Thank you. Alors maintenant, j'ai le plaisir d'inviter notre prochaine intervenante, Caroline. Je vais tester si Caroline est là. Caroline? Oui, tout à fait, je suis là. Tout est bon? Prête? Eh bien, allons-y. Ok, on y va. Voilà, donc j'ai 6 ans et c'est la fête du personnel. On est pas mal d'enfants hyper impatients en attendant le Père Noël qui n'arrive pas. Et je vois par la fenêtre qu'il est sur le parking, qui met bien du temps à se préparer. Et donc, pour le coup, je vais le chercher, je le tire par la main. Viens, Père Noël, on t'attend. Tout ça pour dire que finalement, les entrepreneurs, ils croient au Père Noël, mais qu'ils font aussi en sorte que les choses arrivent. Ce petit caractère, je le tiens aussi certainement de ma famille. Je pense qu'on grandit tous avec des valeurs qui nous sont transmises et puis des figures. Les miennes, c'était celles de mon papy et de notre tante Chette. Les valeurs avec lesquelles on a grandi, c'est le courage, la compétence, le savoir-vivre et la générosité. Là, j'ai 13 ans et je joue la duchesse dans Humulus le muet de Jean Anouilh. J'étais au groupe théâtre de notre école et ce qui est amusant, c'est que ces amis qui sont en photo, je suis toujours en relation avec eux.
Et ce groupe théâtre, en fait, il était animé par notre professeur de français. Et là, je voulais rendre hommage aussi. Je pense que dans notre vie, on a des rencontres incroyables et les professeurs en sont souvent. Ils nous font passer des messages, ils nous font passer leur passion et on devient passionné grâce à eux. Je me souviens aussi de ma prof de physique, Madame Pidol, qui nous disait: les enfants, sans la force normale, on serait tous dans la cave. J'ai grandi à la frontière allemande, en Lorraine. Donc, j'ai fait une partie de mes études et j'ai travaillé également en Allemagne, puis en France. Et enfin, depuis 11 ans en Suisse, je crois beaucoup à la richesse des territoires transfrontaliers. Nos différences font notre richesse et notre inventivité. Aussi, dans mon parcours professionnel, j'ai eu des rencontres incroyables, comme celle de Pierre-André Martel, avec lequel j'ai travaillé 8 ans, un véritable capitaine d'industrie qui rachetait les entreprises en difficulté, potentiellement leaders sur leur marché, pour les redresser en 12 mois. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Je dessine et là, en fait, en 2016, ma prof de dessin, Annette, nous avait demandé de faire un autoportrait. J'étais pas hyper inspirée au début et puis, comme souvent, la page blanche se remplit. Et donc, voilà, c'est ma tête fusionnant d'idées. Et puis également, en 2016, un petit peu cette manière de me sentir entravée avec le papillon qui a du mal à sortir de sa chrysalide. Là, on est en 2018. Je suis au conseil d'administration d'InnoSuisse en train de présenter le budget. Pour moi, ça représente le contrôle de gestion qui est une manière de voir vers l'avenir et non pas vers le passé. C'est-à-dire que c'est la manière de piloter et d'obtenir ce que l'on souhaite pour l'entreprise, d'atteindre nos objectifs. Là, c'est ma fille qui est gardienne de hockey. Je l'ai mis parce que je fais beaucoup de parallèles en fait entre cette position de gardien de hockey et la directrice financière. Pourquoi on est un peu avec un rôle particulier en arrière, on voit tout ce qui se passe sur le terrain. Si on prend le palais, c'est de notre faute. Si par contre on arrête les buts, ça c'est normal. Là, c'est fin 2019. Je m'interrogeais beaucoup sur tout ce qui existait comme littérature sur la transition écologique et sociétale, sur tout ce qui était disponible et comment finalement le rendre compréhensible pour les dirigeants. Et j'avais créé ce modèle-là, notamment avec l'économie circulaire. Et là, bien sûr, la question, c'est go, no go. Est-ce que j'y vais pas? Le salariat a du confort et des inconvénients, mais toute la question, c'était est-ce que j'y vais? C'est un changement de posture, c'est aussi un changement de vie, l'entrepreneuriat. 1er janvier 2020, je suis en haut des pistes à Villers, dans le Lötschental. Et là, en fait, quelques minutes après avoir pris cette photo, mon mari chute à ski et se casse le genou. Donc, pour nous non plus, l'année 2020 ne commençait pas super, mais on l'a vu positivement. Il faut savoir saisir les opportunités. On a une super descente en scooter des neiges au clair de lune. Début 2020, c'est également en France les élections municipales avec un collectif d'associations qui se met en place pour proposer le pacte pour la transition. C'est 32 mesures qui permettent en fait des propositions pour que les communes soient plus écologiques et plus justes. Étant dans l'équipe faisant campagne avec le maire sortant, que vous voyez là devant, j'ai réussi à convaincre l'équipe de signer le pacte pour la transition avec 13 mesures pour qu'effectivement notre commune de Seny participe aussi aux différentes mesures. En parallèle, comme vous le savez, le corona arrive, situation sanitaire difficile, mais avec également derrière une situation sociale et économique que l'on redoute tous. 50% des entreprises, que ce soit en Suisse ou en France, sont en difficulté, voire craignent la faillite. C'est en fait dans ce contexte-là que Open Geneva a proposé un hackathon auquel j'ai participé et qui clairement a été pour moi le déclencheur aussi de l'aventure entrepreneuriale, la fin du puzzle, on va dire, de tous ces éléments-là. Avec mon coéquipier que j'ai rencontré lors de ce hackathon, Arnaud Cuiret, on a mis en place le projet Bilan de santé PME qui a été coup de cœur du public. Là, Arnaud me prend en photo chez un de nos early adopters, comme on dit, un de nos premiers clients à qui je présente le bilan. Et on fait, on va dire, nos premières expériences à ce moment-là et on a notre effet waouh.
Donc, on est très heureux, on continue. Et là, ici, vous voyez, lors du hackathon, on a pu continuer avec une campagne de financement participatif, toujours soutenue par Open Geneva. Et on était 3 projets avec Hack Your Style et l'Écu de Genève. Et on s'est appelé les 4 mousquetaires de la résilience. Une superbe expérience humaine, beaucoup de solidarité et beaucoup de fou rire. Il aurait manqué une partie si je ne faisais pas les 20 secondes féministes de la présentation. On sait que les femmes sont moins représentées, que ce soit dans les comités de direction ou également en tant qu'entrepreneur. Pourtant, mesdames, comme vous pouvez voir cette photo, cela n'a jamais été une jupe, c'est une super combinaison. Et mon but ici, c'était aussi de dire, comme le disait Nelson Mandela, quand on laisse notre propre lumière briller, on laisse aussi aux autres la possibilité de faire briller la leur. Donc, c'est un petit peu un passage de relais que je voulais faire à la fin de cette présentation-là. Merci à tous ceux qui m'ont permis d'être là et puis j'espère que je pourrai en inspirer d'autres. Voilà, merci. Thank you so much, Caroline, of telling us your journey through sustainable entrepreneurship and entrepreneurship in general. I love the analogy between the financial expert and the hockey goalie. That's something that will stay with me. Maybe just a question. I mean, you've been in 3 different countries, and you talked about this special place in Geneva with the frontiers and amongst different countries. How do you see the different approach towards sustainability and sustainable entrepreneurship amongst the 3 neighbors? Is it the same? Do we have the same understanding, or can you teach us a little bit? Are there any things that the others, that the German, that the French are doing better than us Swiss? Or if you can, what's the attitudes towards this understanding of sustainability? I think it's just not the same way you come to it. I think Swiss are quite pragmatic. The point will be, okay, what can I gain from this? They will be very logical. I think where the French, they take more emotion about it. Do I like it or do I dislike it? But of course, this is very, common, and you always have exceptions everywhere. But that's my point. My point is that life is anyway emotion and logics. You need both of them. And for me, you can only be sustainable and have an economical, profitable company when you have both of them. And it's logic also, and then you can live with your values. So you just speak to the leaders the way they think, and you try to give them the other arguments, so then you have all the scope of it. Thank you so much. That's a great assessment. We all have something to learn from each other, and very interesting perspective. Thank you so much for taking the challenge today. Caroline, and it was really a wonderful PechaKucha presentation, I must say. Thanks so much. Thank you. Et donc j'ai l'honneur de passer à notre prochain intervenant, Alexander. Est-ce que Alexander est là? Tu nous entends? Oui, Miguel, merci. Ok, tu peux nous dire quand tu es prêt? On va y aller, on va essayer. Ok, alors 3, 2, 1, go! C'est parti. Bonsoir à tous. Je m'appelle Alexander. Je vais vous partager avec vous des réflexions sur une crise comme une opportunité d'innover. On m'a dit qu'un PechaKucha devait être personnel. Permettez-moi donc de vous faire part de comment je me sens, de ce que je fais et ce que j'observe. Et ce sera donc la structure de mon bref exposé ce soir. Alors tout d'abord, à l'approche de Noël, je repense bien entendu à l'an passé, à ma naïveté peut-être sur les plans pour l'année à venir. Et je vous avoue que je n'imaginais en aucun cas le rôle essentiel qu'allaient jouer ces 2 objets que vous voyez à l'écran dans l'année à venir. Et peut-être que je ne suis pas le seul. Alors rassurez-vous, au cours de ce PechaKucha, je ne tiens pas à parler que de moi. Je vous retrouver face à un écran noir. C'est pour vous demander, et vous, comment allez-vous? Depuis février, nous avons toutes et tous vécu un choc important, certains d'entre nous des tragédies. Et donc, il est particulièrement important de prendre soin de sa santé mentale et de celle des personnes autour de nous. Et donc, un instant pour vous demander, comment allez-vous?
Alors, je trouve que la peinture se présente assez bien pour représenter des moods qu'on peut ressentir au fil d'une année. Donc, pour ma part, par moment, je ne vous cache pas, je me suis senti un peu comme ça, avec les appels à rester à la maison pour ceux qui pouvaient travailler à distance. On s'est tous retrouvés dans des tableaux de repères. Et d'ailleurs, c'était ma dernière expo avant le lockdown au mois de mars à Bâle. À d'autres moments, par contre, je me suis senti plutôt comme ça. Alors, vous aurez reconnu le cri de Munch. Alors, soit parce que je me sentais protagoniste de ce tableau, alarmé par les incertitudes, par le développement sanitaire, économique, politique, sociétal, soit parce que j'étais un des passants et que je voyais ce désarroi autour de moi. Bon, en temps de crise, on se tourne vers l'État, à raison, c'est son rôle, et je suis fonctionnaire. Maintenant que j'ai prononcé ce mot, vous avez cette image en tête, bien entendu. Si vous ne me voyez pas, vous m'imaginez donc comme un homme blanc en costard, fort ennuyeux. En fait, je fais partie du Genève Lab et comme de nombreux collègues à l'État, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'économie, du social, j'ai été amené à innover sur la dernière année et j'ai une garde-robe variée, comme vous le voyez sur cette photo avec mes deux collègues, Patrick Genoux et Christopher Lara. On n'est que des hommes, pour faire écho à la présentation précédente. Effectivement, c'est une faiblesse dont nous sommes absolument conscients. Notre mission, tenez-vous bien, c'est d'accompagner l'administration cantonale genevoise dans sa transformation pour répondre aux défis de l'ère numérique, tout un programme. Alors, par numérique, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, ce tweet. Cette définition de Tom Loosemore qui nous dit que le numérique, ce n'est pas que des technologies, mais c'est aussi des questions de culture, de pratique et de processus. Et bien entendu, le numérique, comme vous le savez tous, a pris un sacré coup de boost pendant cette pandémie. Alors, personne ne l'a mieux illustré, à mon avis, que Tom Fishburne dans cette illustration-là. Le Covid a été un coup de massue pour nos sociétés, ça a amené à de nombreuses tragédies, mais l'histoire nous enseigne également que toute crise est également une occasion d'innover, de changer les choses, de challenger le statu quo. Et donc, je veux évoquer ici quelques exemples que nous avons observés cette année. Tout d'abord, le télétravail. Alors, cette image, c'est une sculpture qui est impactante, mais qui n'illustre peut-être pas pour le coup au mieux mon propos. C'est dire que le télétravail, ce n'est pas qu'une question d'outils, c'est une question aussi de pratique managériale. C'est quelque chose qu'on constate au sein de l'État de Genève. C'est des façons différentes d'encadrer une équipe et de repenser le rôle du manager. Alors, la lutte contre la pandémie, elle se gagne avec la population. L'État ne peut pas tout et on ne veut pas que l'État puisse tout. Cette crise a donc révélé, particulièrement dans un premier temps, un esprit de mobilisation collective, de solidarité généralisée et de beaucoup d'inventions, de nouveaux dispositifs locaux, de réseaux d'entraide, de hackathons, etc. Les données ont été centrales et sont centrales. Et je tiens à passer juste un instant pour applaudir la science et les scientifiques qui, moins d'un an après le séquençage du virus, ont produit de premiers vaccins qui sont, avec des succès remarquables, en tests avancés, produits d'une collaboration globale et du partage de données majeur. Qui parle de vaccins parle également de théorie du complot, bien entendu. On peut dire qu'en Suisse, on a le luxe de pouvoir ignorer qui est au pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les membres de notre gouvernement, car le pouvoir est tellement diffus. Cette crise, si on veut le voir positivement, nous a peut-être permis de redécouvrir nos gouvernements et nos institutions. Il les a également forcés à se repenser dans la façon de s'adresser à nous, sous de nouvelles formes et dans de nouveaux canaux. Et le Genève Lab dans tout ça, alors ça c'est un tweet qui annonce notre événement annuel qui était historiquement les rencontres, les journées du Genève Lab, une demi-journée dans une salle de conférence avec 300 personnes qui finit par un apéro. Tout ça très agréable, malheureusement inconcevable dans un contexte pandémique. Et donc nous sommes passés, comme vous le voyez ici, à un format en ligne qui nécessitait de repenser quelle est la proposition de valeur et le cœur de notre événement, qui est d'une part le sujet, l'impact des technologies sur nos sociétés, et d'autre part la rencontre avec une communauté. On a eu le plaisir de compter notamment sur Julia et Thomas comme intervenants également. Je veux partager maintenant avec vous 3 leçons que nous avons retirées, 3 idées fortes de cette série d'événements et de nos travaux de cette année. Tout d'abord, le retour des États. La crise économique et sanitaire a rappelé à toutes et à tous les valeurs des biens collectifs que nous avons, les biens collectifs publics et nos dispositifs de sécurité sociale et de solidarité. Le second, c'est l'accélération peut-être d'une expérimentation à vaste échelle, d'une transition qui est souhaitable, que l'on pense à des émissions plus basses de CO2, une vie plus locale, des collaborations à distance facilitées, des cycles courts de consommation, de la télémédecine, etc. Donc de nouvelles façons de travailler, de collaborer, d'itérer et de s'adapter à un contexte changeant. Et la troisième idée forte, c'est le rôle de nos infrastructures qui ne devient réellement visible que lors d'une disruption. Et en matière numérique en particulier, on a pu remarquer le rôle de la big tech et les difficultés que ça peut causer en matière de souveraineté
dans une ère numérique. Alors chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la lutte contre la pandémie, individuellement par le respect des règles sanitaires, représenté ici par ce qui devrait être l'emoji de l'année, qui est moins explicite effectivement en termes d'expression d'émotion, mais qui protège les autres. Et puis nous fêtons ce soir finalement l'innovation ouverte. Et il est aussi important de se souvenir qu'une crise est toujours un moment charnière. Nous avons tous un rôle à jouer, moi à l'État de Genève et dans mes communautés, vous au sein de vos organisations, votre organisation et de vos communautés, pour que le monde en ressorte meilleur et mieux préparé. Merci à vous. Thank you so much for this fantastic and interesting presentation that brought us back to the COVID reality. By the way, if this is a new emoji, there's another new emoji this year, is the fondue emoji, which is also very important. I think it's fantastic how you told us how the government, the new role of the government, and how a crisis is also an opportunity for innovation. And there's the saying that says you should never waste a good crisis. And I have two questions. I mean, the first question is, can we only innovate in crisis? Can we can we also innovate outside of a crisis? And the second is, how can we, to illustrate that, the Director General of WHO has said we have to break the cycle between negligence and panic. And so I would like to hear you thinking on these sayings. I think those are two good points. Thank you, Miguel, and thank you for carefully listening to the presentation. On the first point, can we innovate outside of a crisis and in a crisis? I think the key argument I'm trying to make here is that a crisis is an opportunity to change, to advance, because resistance to change is somewhat weakened. But that does not mean that you have to force through. You still need to engage with stakeholders and get everyone on board. Sometimes innovation requires convincing people that do not want to be convinced until they actually see it. So that's the advantage a bit of a crisis in that sense. But naturally, it's also very important to get things changing even when things are going normal, if you'll accept that terminology. You asked me about the tension between, or the difficulty of getting out of the situation between negligence and panic. And panic, yeah, that kind of reflects the two paintings I expressed there, I used in the beginning. I think to a certain extent, the solution is to be thinking on different time frames. If you think on a very short time frame, you may be panicked, and then it helps to sort of think in the mid to long term. Likewise, if you feel negligent, think about the long term again, and you'll see your responsibility in the actions you take and the decisions you make today. Thank you so much. That was challenging questions, and thank you so much for answering them. And thanks for this great presentation and for joining us today. And now I actually have the honor to introduce our last speaker, Julia, who will speak a little bit about Open Geneva, but I will let her speak in her own words. Julia, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Maintenant, tu nous dis go. Ok, alors c'est parti. Donc, depuis que j'ai rejoint Open Geneva en 2018, j'ai eu la chance d'organiser de nombreux hackathons, ces événements d'innovation qui créent ces rencontres, ces sourires et ces moments de partage pour imaginer le monde de demain. Open Geneva fait la promotion de l'innovation ouverte pour encourager une pratique de l'innovation inclusive et populaire dans le Grand Genève. En mars 2020, 45 événements d'innovation étaient au programme de notre festival. Mais voilà, 2 semaines avant le lancement, nous avons été contraints d'annuler à cause de la crise sanitaire qui interdisait les rassemblements et qui rendait tout simplement impossible la tenue des hackathons et des workshops en l'état. Donc, s'en est suivi une période de confinement qui a été propice à la réflexion, à la remise en question, mais aussi et surtout propice à la créativité et à l'agilité. Dans l'ombre, on a profité de ce contexte avec l'équipe Open Geneva pour mettre en œuvre notre capacité de résilience, tant au niveau de nos processus que nos outils,
Nous avons réfléchi à comment adapter les pratiques de l'innovation et renforcer nos compétences. Nous avons eu la chance de participer à l'organisation du premier hackathon national suisse 100% en ligne versus virus, qui invitait la société civile à trouver des solutions à la crise du Covid. C'était la première fois que j'ai pu organiser et participer à un hackathon en restant sur mon canapé. Et ça nous a montré que l'exercice de l'innovation à distance était possible et même excitant. De cette expérience, nous avons appris à concevoir des événements virtuels d'innovation. Le défi du distanciel nous a encouragés à poursuivre le développement de nos outils digitaux, en particulier la Sparkboard, et d'envisager de nouvelles formes d'interaction sociale pour faciliter l'intelligence collective, même à distance les uns les autres, autour d'une table virtuelle. Dès lors, nous avons travaillé avec le département de développement économique du canton de Genève sur un nouveau projet d'innovation de crise et de résilience. L'objectif était de tester des projets disruptifs visant à répondre aux enjeux de la pandémie et à renforcer durablement le tissu économique du canton de Genève. Donc, grâce à toute cette équipe de partenaires mobilisés, nous avons organisé le premier hackathon en ligne, 100% en ligne à Genève, qui a réuni une centaine de participants pendant 48 heures et qui a donné naissance à 12 projets qui sont encore pour certains en développement aujourd'hui. Et nous avons eu la chance de nous retrouver pour célébrer cet hackathon à Palexpo le lendemain. Comme le disait Caroline, on pense qu'après le hackathon, certains projets doivent continuer à se développer et s'ils ont besoin de trouver des financements, ils ont aussi besoin de engager une nouvelle communauté pour les soutenir. Et c'est ce qu'on a voulu expérimenter en lançant cette plateforme de crowd support. Et parce qu'on ne s'est pas arrêté là, on a proposé un nouveau format d'événement qui puisse répondre à notre mission de l'innovation ouverte. On a encouragé notre communauté à organiser leurs propres événements d'innovation pendant l'automne de l'innovation. Ça a été l'occasion pour plus de 30 événements au programme d'imaginer des nouveaux formats de manifestations en ligne, hybrides, tester des nouveaux outils collaboratifs, de se familiariser avec des nouvelles formes d'interaction sociale pour continuer à partager et à innover ensemble. Et donc, c'est dans ce contexte que nous avons lancé la deuxième édition du Sustainable Finance Hack qui s'est tenue il y a 2 semaines. L'occasion pour nous d'améliorer l'organisation d'un hackathon en ligne, nos outils et d'animer notre communauté d'innovateurs, d'innovatrices. Et à mes yeux, ce hackathon a marqué un tournant pour Open Geneva, notamment pour 3 raisons. D'une part, dans les partenariats que nous avons scellés à cette occasion, nous avons créé des ponts entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Notre volonté de faire des hackathons, des outils de développement de carrière a résonné notamment auprès de la Geneva School of Economics and Management et le centre de carrière de l'Université de Genève. Et nous avons pu ainsi former notre première équipe d'étudiants à l'organisation d'un hackathon. Nous voulions également expérimenter ce hackathon comme un lieu de formation aux digital skills, aux compétences techniques pour servir l'innovation à travers différents workshops. Nous sommes convaincus que la culture numérique doit s'apprendre et que les hackathons sont des lieux des plus appropriés pour ça. Et enfin, ce hackathon a été notre première expérience internationale. C'était absolument génial d'avoir des participants connectés à Bogota, à Moscou, à Chicago. Une expérience des plus enrichissantes pour les participants et la preuve que les événements en ligne ouvrent la porte à de nouvelles opportunités de collaboration, de partage, d'innovation ouverte. La capacité de résilience d'Open Geneva n'est pas un challenge, c'est une attitude qui nous guide depuis le début de l'aventure. Et aujourd'hui, pour continuer à écrire Open Geneva, après toutes ces nouvelles aventures que nous a réservées l'année 2020, les nouveaux défis que les acteurs de l'innovation doivent encore relever, nous devons repenser la mission d'Open Geneva à l'aune de ces nouveaux besoins qui sont apparus. Avec l'équipe, nous avons eu besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir à nos pratiques de l'innovation, de comprendre les besoins de notre communauté pour continuer à la servir au mieux. Et c'est dans ce contexte que nous avons dû repenser le festival d'innovation ouverte, proposer un nouveau concept, proposer des nouveaux outils. C'est ainsi que nous aimerions faire du festival de mars 2021 un grand moment d'apprentissage collectif, un lieu de formation aux compétences devenues essentielles pour continuer d'innover à l'ère post-Covid, ainsi qu'à la culture de l'innovation ouverte. 10 jours d'immersion, 10 jours d'engagement au cœur de l'innovation ouverte pour apprendre, comprendre les enjeux, les opportunités, les besoins et ressortir armés et prêts à relever les nouveaux défis d'apprentissage pour l'innovation ouverte et oser à votre tour organiser votre propre événement d'innovation.
Et pour notre communauté d'organisateurs, d'organisatrices d'événements d'innovation, nous les soutiendrons, nous continuerons à les soutenir dans la tenue de leurs propres événements en offrant des temps de partage, des workshops sur des outils collaboratifs que nous avons développés, expérimentés, des nouveaux formats d'événements et ainsi encourager chacun et chacune à continuer d'innover ensemble. Et voilà, je suis heureuse de vous donner du coup rendez-vous du 18 au 28 mars pour la 7e édition du Festival d'innovation verte Open Geneva. Mais d'ici là, il est grand temps pour nous de prendre quelques vacances et de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Bravo! Merci. Merci infiniment. Thank you so much, Julia, for introducing the activity of Open Geneva. Actually, Julia was supposed to make the ending, and I suggested just do it using the PechaKucha format, and she accepted, and she had very little time to prepare, and it's really fantastic presentation. So maybe just a question. So how can we get involved in the upcoming event? You can participate in our hackathon and organize your own hackathon or your own workshop or your own event of innovation. Just come, just dare open your mind and it will be a really good experience for you. Thank you so much, Julia. Merci infiniment pour ton travail aussi dans la préparation de cet événement. Maintenant, avant de rendre la parole à Open Geneva, j'aimerais quand même juste dire 2-3 mots sur cette collaboration. Je pense qu'après, on a juste fait 1 heure et je pense qu'on a tous constaté la force de ce concept de PechaKucha. On a vraiment réussi à voyager pendant cette heure. On a appris beaucoup de choses. Je trouve que tous les speakers étaient absolument excellents. Et j'aimerais infiniment les remercier d'avoir participé et d'avoir participé à ce challenge. J'aimerais juste m'arrêter sur une image que Julia a choisie dans sa présentation, c'est l'image du pont. Je pense que c'est aussi un peu ce que nous, on essaye de faire avec PechaKucha, c'est de révéler en fait tous ces gens qui sont à Genève, qui ont des projets, des fois qui ont aussi des histoires de vie à partager. Je pense qu'autour de nous, on en a tous quelques-uns, on en a tous beaucoup. Et en fait, notre matière première de ce PechaKucha, elle est infinie ici à Genève. Et on aimerait faire des ponts, donc des ponts entre la Genève internationale, la Genève locale, entre nos voisins en France voisine, dans le Grand Genève, entre le monde de la finance et le monde du social, entre le monde de l'entertainment et le monde professionnel. C'est un peu ce qu'on aimerait faire, c'est révéler ces histoires et montrer justement cette ouverture de Genève, que les choses se passent quand même pas toujours derrière des rideaux fermés. Et c'est pour ça que c'était un grand honneur pour nous de collaborer avec Ouverture, Open Geneva ce soir. Alors, un grand merci à Julia et à Thomas Maillard d'avoir choisi cette collaboration. Et puis, je vous rends la parole à vous, à Open Geneva. Merci beaucoup, Miguel. Merci à tous les speakers. C'est incroyable comme on peut parfois avec Zoom créer une ambiance cosy et on a vraiment l'impression de partager quelque chose humainement. Et puis ça, c'est quelque chose juste pour faire une petite réflexion personnelle. Quand je suis revenu de la Silicon Valley, quand je suis revenu à Genève, je me suis dit qu'il fallait qu'on développe une culture un peu compassionnelle et un petit peu de collaboration pour l'innovation, pour avoir du fun et puis pour s'amuser. Donc ça, c'est ce que j'ai dit un petit peu au début. Mais quand j'ai écouté ces PechaKucha, je me dis, ça y est, c'est bon, on est parti, on est en train d'y arriver. On a passé une année difficile, mais dans tous les messages et dans toutes les présentations qu'on a eues, il y a eu des messages extrêmement positifs. Évidemment, on n'a pas résolu tous les problèmes du Covid, ça c'est sûr. On n'a pas résolu tous les problèmes de l'économie à Genève, ça c'est sûr. Mais au moins, tous ensemble, on arrive à redonner du sourire et puis à se donner de l'espoir. Et puis ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Je tiens aussi, dans ce cadre, à remercier nos partenaires qui ne nous ont pas lâchés pendant toute cette année, qui nous ont fait confiance. On leur a dit, on annule le festival, mais on va faire autre chose. Et tous les partenaires sont restés avec nous et nous ont dit, génial, on vous suit. Alors, on a dû rediscuter des aspects de contrat,
Mais ça, je pense que c'est vraiment important. Et là, j'ai montré ça, c'est les partenaires, nos partenaires cœur. Mais pendant le hackathon de résilience qu'on a monté en catastrophe avec le canton de Genève et le Fonds d'innovation de crise et de résilience, on a eu le commitment de 50 partenaires de tout l'écosystème genevois pour filer un coup de main d'une manière ou d'une autre. Et ça, on trouve que c'est extraordinaire. Il n'y a pas que, évidemment, OpenJIVA a besoin d'argent pour vivre, mais on est très content de voir aussi que les gens peuvent donner du in-kind et puis passer du temps et aider d'autres personnes. Ça crée du lien, mais surtout, ça aide les projets de manière significative. Donc, merci beaucoup à tous les partenaires officiels de OpenJIVA et tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont suivis cette année. Et puis, apparemment, je dois commenter cette dernière slide. Pour moi, c'est une des slides que je présente toujours. C'est vraiment ce moment de joie qu'on doit avoir, de partager, de show and tell et de se faire plaisir à travers l'innovation. Beaucoup trop souvent, l'innovation, c'est beaucoup de peur au ventre, beaucoup d'enjeux, de start-up, de lever des fonds. Tout ça, évidemment, c'est important. Mais surtout, le seul moyen d'y arriver pour l'innovation, c'est d'avoir de la motivation intrinsèque, d'avoir le plaisir et d'avoir la niaque pour le faire. Et puis là, je tiens à saluer Caroline et Arnaud qui nous ont qui ont vraiment joué l'aventure avec nous, avec Bilan PME. C'est une des premières startups qui est née d'un projet OpenJIVA. En fait, il y en a d'autres, mais je crois que c'est vraiment une des plus emblématiques. Donc, bravo à Caroline et Arnaud. Bravo, merci à tous les présentateurs. Merci à Miguel d'avoir animé ce soir. Et voilà, on se retrouve en 2021.